On revient sur une nouvelle critique d'un livre, L'agilité dans les sports collectifs par Bernard Grosgeorges et Stevie Farsi. Alors, donc c'est édité aux éditions Fortrainer et en toute chose, j'ai adoré cette lecture, ça donne beaucoup de nourriture pour l'esprit sur l'agilité. Malheureusement, il y a pas mal d'erreurs d'édition ou de choix de mise en forme sur le contenu, et je trouve que ça nuit. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, tout d'abord, en fait, la thèse principale des auteurs s'appuie sur le fait de disséquer l'agilité en 4 catégories. La première, c'est l'agilité planifiée, c'est-à-dire que on voit souvent ça dans les tests NBA, NHL, NFL, donc c'est des déplacements très courts sur 1, 3, 5 mètres maximum, où on va sprinter vers l'avant, sprinter en arrière, aller faire des pas chassés, bref, changer la direction, changer l'accélération, la décélération, pour travailler cette agilité planifiée qui en fait repose beaucoup sur la force et la vitesse. Une fois ceci dit, il passe à l'agilité réactive. Donc en fait, on est encore dans ce genre de déplacement, donc dans un cadre planifié avec des plots, des échelles de rythme, des petites oreilles. Mais cette fois-ci, l'entraîneur va donner des signaux oraux ou visuels auxquels l'athlète doit réagir et faire des choix. Par exemple, il y a un sprint, quand l'athlète a fait 2 mètres, l'entraîneur dit rouge ou bleu et l'athlète devra aller dans la porte rouge ou bleue. Ensuite vient l'agilité active, et les auteurs définissent l'agilité active comme l'habilité à se mouvoir dans une situation d'adversité. Et ils privilégient les petits jeux à 3 contre 3, 4 contre 4, pour s'adapter à l'adversaire en fait. Donc il y a cette part d'imprévu qui est induite dans l'agilité active, et ensuite il y a l'agilité proactive qui en fait n'est définie que par les feintes que le porteur de balle peut faire ou un non-porteur de balle sur des fausses courses. Alors, ce que je trouve dommage déjà, c'est qu'en fait, il n'y a pas un chapitre spécial sur ça. C'est une donnée super importante et super intéressante du livre, mais il n'y a pas de chapitre sur ça. J'aurais aimé que dès le deuxième chapitre, on me dise l'agilité active, c'est ça, l'agilité planifiée, c'est ça, l'agilité proactive, c'est ça. Et alors que là, on est obligé de se disperser aux 4 coins du livre pour aller chercher cette information, et c'est vraiment chiant quoi. Là, pour vous mettre le résumé que j'ai dit, j'ai dû aller chercher à diverses pages du livre. Et en plus, je suis pas sûr d'avoir bien compris, notamment sur l'agilité proactive, qui pour moi n'est qu'un travail de feinte. Et en fait, ça va être tout le problème du livre. On sent que les auteurs sont bourrés d'idées, sont bourrés de contenu théorique à nous donner, mais ces contenus, il y a un filtre de transmission qui se met par des mauvais choix, soit d'édition, soit de mise en page. Parlons de la mise en page, donc déjà, franchement, c'est cool. Il y a plein de fois, les chapitres sont bien construits, les paragraphes sont bien aérés, avec des bonnes longueurs de lecture, c'est-à-dire qu'on arrive pile poil à des pauses au bon moment pour le cerveau, personnellement. Les schémas sont bien placés, et c'est un bonheur. Souvent, dans ce genre de livre, les schémas sont placés avec le cul. C'est-à-dire qu'on va arriver au milieu d'une explication, le schéma va se mettre là, et là, on est souvent tenté soit de s'arrêter pour pour voir le schéma, pour regarder le schéma, soit de continuer la lecture. Et si on s'arrête pour regarder le schéma, on perd le fil de la lecture. Si on continue le fil de la lecture, on doit tourner une page souvent. Et quand on revient au schéma, bah, ça nous a chamboulé. Bref, là, ils sont bien placés à des endroits clés et ça fait super plaisir. Par contre, c'est pas toujours le cas. Parfois, j'ai été happé par les explications des auteurs. Je suivais leurs réflexions et j'apprenais quelque chose facilement et rapidement. Et d'autres fois, c'était l'horreur parce que leurs explications étaient coupées par ces exigences qu'on retrouve souvent à l'université, où ils allaient citer un auteur, ils allaient citer une année d'études, et c'est super chiant. Parce qu'en fait, je pense qu'on est formé à l'école pour retenir les dates et les noms, et du coup, dans une explication, dès qu'il y a une date ou un nom qui apparaît, on va être tenté, notre œil, notre cerveau va être happé par ça, au lieu de juste de suivre le contenu réflexif. Et du coup, je pense que l'enjeu des éditeurs, notamment dans des contenus théoriques comme ça, c'est de dégager toute pollution visuelle pour privilégier juste la réflexion polie de l'auteur. Toujours dans cette pollution visuelle, les auteurs utilisent beaucoup d'abréviations. Donc on a les codes Change of Direction Speed, on a les RSA, Repeated Sprint Ability, on a les CMJ, Counter Movement Jump, et tous les types d'agilité que j'ai décrits auparavant. Bref, non seulement on a des abréviations de mots en anglais, et il n'y a pas de glossaire. C'est-à-dire que jamais dans le livre, quand je lis, je peux revenir à un endroit
que je sais être facile d'accès, donc la fin du livre ou le début du livre par exemple, où je pourrais avoir toutes ces définitions. Vu le nombre de nouveaux termes que les auteurs introduisent, je trouve ça vraiment dommage et assez incroyable qu'ils n'aient pas pensé à ça. Là, ça a été à peu près parce que j'étais chez moi, donc je suis confiné, j'avais mon bloc-notes à côté et je notais en même temps. Mais si j'avais été dans un contexte de lecture assez habituel pour moi, c'est-à-dire dans le métro, bah en fait je me serais perdu. Et c'est certes à moi de prendre des notes pour mieux comprendre un livre, mais c'est aussi aux auteurs et aux éditeurs de me fournir les outils pour mieux les comprendre. Or, les fautes que j'ai reportées précédemment, plus ce glossaire, je trouve que c'est des fautes de l'éditeur et de l'auteur, et c'est dommage parce qu'en fait, ça donne un obstacle en plus à la compréhension de leur contenu. Je vais finir par une note positive évidemment parce que les deux auteurs méritent amplement parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de pistes réflexives. Par exemple, j'ai adoré leur réflexion sur les différences entre le side step et le cross step, entre le drop step et le hip turn, sur l'influence des segments sur l'agilité, sur l'influence de la force, la vitesse, sur l'agilité planifiée. J'ai même adoré leur partie sur l'influence de la vue sur la performance, et comme quoi, si on n'avait pas une bonne vue, on avait nos chances de devenir sportif de haut niveau baissaient drastiquement. Enfin, je poursuis dans la critique. Je sais que ça peut paraître beaucoup par rapport au plaisir que j'ai ressenti, mais je suis d'autant plus frustré parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de contenu dedans, mais il y a toutes ces fautes qui viennent entamer ça. La partie planification, programmation, exercice à la fin est vraiment balancée par-dessus la jambe. Et c'est lié au fait qu'en fait, il y a des schémas, des graphiques, mais il n'y a pas d'illustration photographique. Et du coup, par exemple, pour revenir au side step que j'ai aimé, mais comprendre leur explication sur le side step, ça demande soit des connaissances préalables, soit d'aller sur internet pour voir ce que c'est, parce que quand ils expliquent le side step, c'est nébuleux, c'est vraiment très dur si on n'a pas le bagage technique auparavant. Or, le livre devrait se suffire à lui-même et nous offrir ce bagage technique. Bref, les auteurs sont incroyables, ils ont énormément de connaissances à transmettre, et je pense qu'il y a la place dans le paysage littéraire pour ce genre d'ouvrage. Et je pense qu'il faut être plus exigeant sur la mise en forme, sur l'illustration, sur le fait que des lecteurs tests peut-être ont bien compris ce qu'ils voulaient dire, pour qu'à l'avenir il y ait plus de bons contenus comme ça qui nous fassent tous évoluer. Voilà les copains, je vous fais des bisous. Ciao.